France pour une émigration organisée, sûre et officialisée. Mexique, la plus grande marée noire de tous les temps. Le bord de mer, les vacances, mais pas toujours la liberté. Madame, Monsieur, bonsoir. Pourvu qu'ils réussissent, pourvu que la conférence de Genève sur les réfugiés vietnamiens aboutisse à des décisions concrètes et non pas à des affrontements politiques. Car chaque jour, nous vous l'avons souvent montré dans ce journal, des dizaines, des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants vivent une tragédie terrible. Et ceux-là attendent autre chose que des paroles. Pour cette première journée, les Vietnamiens ont tenu d'entrée à réaffirmer qu'ils laisseraient partir tous ceux qui le voudraient. Et que ce qui se passe à l'heure actuelle dans leur pays est la conséquence de 30 années de guerre. Les États-Unis, de leur côté, ont proposé l'envoi de bâtiments de la 7e flotte américaine en mer de Chine pour secourir les fugitifs. Enfin, la France, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, M. Jean-François Poncet, a présenté un plan qui prévoit d'abord l'arrêt pendant 6 mois de l'exode des réfugiés pour permettre la mise en place de véritables structures d'accueil. De Genève, notre envoyé spécial, Bernard Benyamin. On pensait que cette conférence allait produire un véritable dialogue de sourds entre ceux qui ne veulent aborder que le problème humanitaire et ceux qui entendent poser le problème politique. Eh bien, tout au long de cette première journée, ce sentiment a été confirmé, même s'il n'a pas donné lieu à de véritables polémiques. Finalement, le point important de la journée, il est venu de la multiplication de propositions émanant de différents pays qui tentent à apporter des solutions à ce problème de réfugiés. Des solutions à court ou moyen terme, c'est sûr, mais des solutions tout de même qui justifient à elles seules la tenue de cette conférence. Sans entrer dans les détails, disons qu'il y a en gros 2 mesures. La première, elle est venue du Vietnam, qui a révélé que désormais le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies aura le droit de venir au Vietnam afin d'organiser, avec les autorités de Hanoï, les opérations de sortie. C'est une proposition tout à fait inattendue et exceptionnelle qui devrait, dans un avenir très proche, supprimer toutes ces fuites en catastrophe à bord de bateaux de fortune, en fait des voyages vers la mort ou la désolation. Et ne pourrait que provoquer des conséquences plus ou moins fâcheuses. La deuxième mesure, c'est Jean-François Poncet, le ministre français des Affaires étrangères, qui l'a lancé en présentant devant la conférence un véritable plan en 3 points portant sur le départ des réfugiés, leur transit et leur accueil dans les pays étrangers. Et Jean-François Poncet a annoncé une nouvelle initiative de la France dans ce domaine. Je tiens à annoncer publiquement ici que la France n'entend pas borner là son effort. Elle a en effet décidé que dans les mois à venir, une nouvelle série de 5000 réfugiés sera admise sur son territoire en fonction des possibilités d'hébergement et du rythme d'insertion dans la communauté nationale de la vague actuelle de réfugiés. Au même moment, devant l'entrée du Palais des Nations, une scène assez étonnante. Quelques dizaines de personnes, des Vietnamiens, célébrant à leur manière cette conférence sur les réfugiés. Ils ont décidé de jeûner et de se recueillir tout au long de ces 2 jours. Si nous n'avons pas été invités à parler au Palais des Nations, m'a dit l'un d'eux, au moins nous reste-t-il la prière. L'Assemblée européenne réunie à Strasbourg a adopté de son côté une résolution suspendant provisoirement l'aide au Vietnam en attendant la conclusion d'un accord satisfaisant qui pourrait intervenir à Genève, par exemple, sur le sort des réfugiés. Carter fait ci, Carter fait ça. Depuis le début de la semaine, le président américain occupe le devant de la scène américaine et internationale. Aujourd'hui, il en est à former un nouveau gouvernement dans lequel des noms connus comme celui de M. Blumenthal, secrétaire d'État au Trésor, et Schlesinger, secrétaire à l'énergie, disparaissent au profit de M. William Miller, actuel président du Conseil des réserves fédérales, et Duncan, ancien président de Coca-Cola. D'autres restent comme M. Cyrus Vance aux affaires étrangères et Harold Brown, responsable de la défense. Pour ce qui concerne les retombées du plan énergétique proprement dit, proposé par le président américain, en cette fin de semaine, les réactions des marchés financiers internationaux sont moins mauvaises. Mais nombre de spécialistes continuent d'estimer que ce plan est très ambitieux pour les États-Unis, car il remet en cause un mode de vie qui, vous allez le constater avec cette enquête de notre envoyé spécial Édouard Laure, ne se prête pas tellement à la chasse au gaspillage. Premier point, est-ce que le programme
du président américain n'est pas trop ambitieux pour son pays. Réduire de moitié les importations de pétrole, alors que les États-Unis ont doublé ces mêmes importations entre 73 et 78 en 5 ans. Et il faut le rappeler que les États-Unis consomment aujourd'hui un tiers du pétrole produit dans le monde entier. Deuxième point, et ce n'est pas le moindre des points d'interrogation. Les Américains ont pris conscience, il y a quelques mois, que leur pays traversait ou allait traverser une crise. Cela à travers les files d'attente aux stations d'essence. On s'est brusquement interrogé sur l'utilité d'avoir 1, 2 ou 3 de ces énormes voitures américaines par famille. Aujourd'hui, les ventes de Ford, General Motors ont considérablement baissé. Les constructeurs de petites voitures en ont profité. Les Japonais, comme les Allemands ou les Français. On a enregistré une augmentation phénoménale depuis à peu près 1 mois, dès que la crise a débuté. Dernièrement, on a toujours une demande qui est très très forte pour le produit, mais à nouveau, nous avons de l'essence et les ventes ont augmenté naturellement. Il nous reste en stock en ce moment 2 voitures et nous ne savons pas si les arrivages seront ici avant septembre. C'est quoi? C'est la peur de la crise? C'est la peur de la crise qui a attribué les augmentations naturellement. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un phénomène passager? C'est-à-dire que d'ici 1 mois, 2 mois, on va revenir aux américaines? Non, je crois qu'il y a un change dans la clientèle aux États-Unis qui se met tout à fait sur les voitures d'économie, n'est-ce pas? Ce qui s'appelle les sous-compacts et compacts. Les Américains ont également pris conscience d'une crise dans leur pays lorsqu'on leur a demandé de baisser l'air conditionné. En été, où le thermomètre oscille entre 30 et 40 degrés, la température à l'intérieur des immeubles ne devra pas tomber en dessous de 26 degrés. En hiver, elle ne devra pas dépasser les 20 degrés, alors que dehors, il fait en moyenne de moins 10 à moins 15 degrés. Êtes-vous disposé à faire des sacrifices aujourd'hui? Oui, absolument, pour ce qui est d'économiser de l'essence. Absolument. Êtes-vous prêt à faire des sacrifices? Non. J'ai fait déjà des sacrifices. Oui, pourquoi pas? Pour longtemps? Oui, si c'est nécessaire. Pour 10 ans? Maybe 10 years? Cet appareil n'est rien d'autre qu'un taille-crayon. Un vieux taille-crayon, mais il est électrique. Et c'est bien là la question. Est-ce que ces mêmes Américains ne vont pas dans quelques semaines, dans quelques mois, oublier ce que signifie le mot crise? Il suffit de regarder cette simple cuisine américaine pour comprendre que le pari du président Carter a quelque chose d'impossible. Du grille-pain à l'ouvre-boîte, machine à laver la vaisselle, à laver ou à sécher le linge, ou encore réfrigérateur à des dimensions auxquelles nous sommes peu habitués, tout ici est fait pour la consommation courante. Jusqu'au téléviseur d'appoint, il y en a 1 ou 2 autres ailleurs dans la même maison. Le scepticisme avec lequel les milieux d'affaires aux États-Unis ont accueilli le discours du président Carter a peut-être effectivement quelque chose de justifié. Parce que eux savent qu'on ne change pas un pays à qui l'on a appris depuis toujours à consommer, à produire pour consommer. Ce pétrole qui manque tant aux pays industrialisés s'écoule depuis maintenant plus d'1 mois et demi d'un puits sous-marin au large des côtes du Mexique. Cette fois, ça y est, le pétrole a atteint la côte mexicaine, ravissant du même coup à la France le triste record de la plus importante marée noire. En effet, c'est demain, 21 juillet, que ce record sera battu par l'éruption pétrolière la plus importante du monde. 4500 tonnes de pétrole se déversent chaque jour dans la mer depuis le 3 juin. L'équipe de Red Adair, dépêchée sur les lieux, n'a pu jusqu'ici arrêter l'éruption en colmatant le puits endommagé. La seule possibilité de stopper cette hémorragie polluante consiste maintenant à forer des puits déviés pour pomper en d'autres endroits le pétrole dévastateur. Il s'agit là de manœuvres très délicates que la technique ne maîtrise pas encore parfaitement, ce qui explique la longueur et la difficulté des opérations. L'on estime qu'il faudra encore plusieurs semaines pour réussir l'arrêt de cette éruption géante. Triste consolation, la Société nationale des pétroles mexicains signale que sur les 4500 tonnes déversées chaque jour, la moitié brûle dans l'incendie qui s'est déclaré dès le premier jour de l'accident et 30% s'évapore dans l'atmosphère.
Autre mauvaise nouvelle, 2 pétroliers de fort tonnage sont entrés en collision aujourd'hui, cet après-midi, au large des Antilles. Pour l'instant, les 2 navires sont en feu, leur équipage est heureusement sain et sauf. Le bunker du président Somoza, dernier vestige de son autorité tombé la nuit dernière aux mains des sandinistes, les habitants de la capitale Managua ont laissé éclater leur joie. Des milliers et des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour saluer l'entrée des soldats sandinistes, alors que les derniers soldats de la garde nationale, complètement désemparés, s'enfuyaient en abandonnant armes et uniformes. Pendant ce temps, l'ex-président du Nicaragua, le général Somoza, quittait Miami à bord de son yacht pour une croisière dans les Bahamas. L'Assemblée européenne de Strasbourg termine ce soir sa première session. Aujourd'hui encore, de nombreuses heures ont été perdues en querelles de procédure. On a recensé plus de 150 amendements. Au cours d'Antenne de Midi, M. Jacques Chirac déplorait aujourd'hui d'ailleurs ce climat et parlait d'europagaille, ce sont ses propres termes. Madame Simone Veil a de son côté tenu une conférence de presse pour s'expliquer notamment sur le fait qu'elle avait utilisé dans son discours d'ouverture le mot Parlement européen. Certains y avaient vu une signification politique, un Parlement ayant davantage de pouvoir qu'une Assemblée. La réponse de Simone Veil. Dans tous les textes juridiques de la communauté, on parle du Parlement. Et je vois que tous les documents sur lesquels j'ai apposé ma signature ou qui me sont soumis portent toujours le nom de Parlement. En France, en pratique, tout le monde l'appelle Assemblée. Mais je crois qu'il y a là, au-delà de la sémantique, qui est très en cause dans la matière, je ne crois pas qu'il faille vraiment y attacher plus d'importance qu'il ne faut au fait qu'on emploie le terme d'Assemblée ou de Parlement. Alors que retenir de cette première session? Eh bien, 3 choses, je crois. Premièrement, qu'un Parlement, même européen, fonctionne avec les mêmes difficultés, avec les mêmes querelles de procédure que toute Assemblée nationale. Alors certains y voient déjà de la pagaille, d'autres y notent tout simplement les difficultés normales qui président au premier pas d'une nouvelle Assemblée. Deuxièmement, la volonté de très nombreux parlementaires ici d'exercer dans cette Assemblée une action concrète. Troisièmement, enfin, la fermeté du nouveau président, Madame Veil. Au cours de sa conférence de presse ce matin, elle a rappelé qu'elle connaissait très bien le règlement de ce Parlement et qu'elle le ferait respecter, même si par moment il peut favoriser la minorité de l'Assemblée. Une dépêche assez incroyable vient de me parvenir à l'instant. Je vous la livre tout de suite car elle peut avoir des conséquences dans la soirée. De Salisbury, les troupes gouvernementales rhodésiennes ont tué, c'est au présent, 183 Noirs des forces auxiliaires de sécurité de Rhodésie lors d'une opération de transfert entre garnisons. C'est ce qu'a annoncé ce soir le haut commandement militaire de Salisbury, la capitale de la Rhodésie. Je n'ai pas d'autres informations pour l'instant. Le président de la République, M. Giscard d'Estaing, achève son voyage dans les territoires du Pacifique. Dans son dernier discours, le chef de l'État a tenu à rappeler les grandes lignes de la politique française à l'égard de la Polynésie. Une politique qui repose sur 2 idées essentielles, libre choix et solidarité. Pour M. Giscard d'Estaing, et ce sont ses propres termes, il n'y a pas d'autre fondement à notre attachement mutuel que le libre choix exprimé par notre population. Aujourd'hui, le président s'est rendu sur plusieurs îles qui entourent Papeete. Demain, il visitera le centre d'expérimentation atomique du Pacifique. Sécurité sociale, le gouvernement continue de préparer son plan. Un conseil interministériel a eu lieu aujourd'hui à Matignon. Une centaine de manifestants de la CGT et de la CFDT ont défilé devant le ministère de la Santé pour montrer leur inquiétude. Une inquiétude générale devant le déficit à résorber, 3 milliards de francs pour cette année seulement. Cela dit, bien que l'on ne connaisse aucune des mesures qui seront prises, ce dont on est sûr, c'est qu'une vaste campagne sera lancée pour rendre chaque Français plus conscient des problèmes de la santé et de leurs coûts. À commencer bien sûr par les médecins, puisque ce sont eux qui prescrivent d'abord les soins aux malades. Il n'y a pas un responsable unique de la crise de la sécurité sociale. Si les dépenses de santé augmentent de 20% par an, ce qui est un rythme insoutenable, c'est pour de multiples raisons. Des journées d'hospitalisation trop chères, des laboratoires pharmaceutiques trop gourmands, la publicité et l'emballage représentent environ le tiers du prix d'un médicament. Des congés maladie trop fréquents, des maladies fléaux comme l'alcoolisme et le tabagisme qui ne reculent pas, tout cela contribue à gonfler les dépenses. Il y a aussi la fameuse surconsommation de médicaments. Et derrière elle, celui qui prescrit par ordonnance, le médecin.
Dans le cadre général des accroissements qu'on dénonce actuellement, il n'apparaît pas que la pharmacie soit un poste qui soit particulièrement spectaculaire parmi d'autres. Au contraire, elle garde grosso modo le pourcentage qu'elle a eu depuis des années dans le cadre des dépenses de santé. Donc je ne crois pas qu'il y ait, que ce soit là un poste qui s'accroisse de façon particulièrement importante. C'est un poste sur lequel on pourrait faire des économies. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on peut penser sur certains points, mais je pense qu'on ne peut pas le prendre comme ça par le petit bout, c'est-à-dire dire qu'il faut prescrire moins. Je pense que c'est lié à une certaine conception de la médecine, sans doute, à une certaine conception de la formation du médecin également, peut-être également à des problèmes d'organisation de la distribution des soins, d'organisation de la distribution pharmaceutique. Il y a là toute la possibilité de modifier, d'infléchir un petit peu la dépense pharmaceutique par plusieurs bouts, sans penser qu'on va en obtenir des résultats très spectaculaires. Vous pensez avoir une grande confiance en vos confrères, mais ne pensez-vous pas que certains exagèrent un peu sur les ordonnances, sur la durée des prescriptions? Si vous voulez, certainement. De même qu'il y a vraisemblablement des garagistes qui changent plus de pièces que ce qu'il faudrait dans un moteur. De même qu'il y a des avocats qui passent plus de temps qu'il ne conviendrait peut-être sur certains dossiers, sur certaines plaidoiries, ou tout au moins qu'ils le disent. Je veux dire qu'effectivement, il est vraisemblable que certains praticiens, pour des raisons ou pour d'autres, prescrivent plus qu'il ne serait peut-être nécessaire si on employait d'autres méthodes thérapeutiques. En marge, un chiffre à retenir. Selon une enquête de la Fédération nationale des coopératives de consommateurs, en un an, les produits pharmaceutiques non remboursés, je précise bien, ont augmenté de 17%. L'INSEE est pessimiste. L'Institut national de statistique, qui publie ses prévisions pour le deuxième semestre, prévoit en France une hausse des prix d'environ 11% pour 1979 et une croissance de l'ordre de 2% seulement. Conséquence, le nombre des demandeurs d'emploi pourrait s'accroître d'environ 15 000 par mois. Ces chiffres correspondent à peu près à ceux publiés en début de semaine par l'OCDE pour l'ensemble des pays occidentaux. Ils sont même un peu plus pessimistes pour la France. Ajoutons à cela que les Américains ont annoncé aujourd'hui que le produit national brut des États-Unis a connu au deuxième trimestre de cette année sa plus forte baisse depuis la récession de 1974. En bref encore, en France, la CGT annonce qu'elle ne signera pas mardi prochain la nouvelle convention sociale de la sidérurgie dans son ensemble, mais simplement les mesures qu'elle jugera positives. Et puis, dans une interview à France Soir, le PDG de la SNCF annonce que dans le cadre des économies d'énergie, il proposera dès la rentrée des réductions de tarifs aux passagers voyageant aux heures creuses. Passera pas. Le problème du libre passage du public le long du littoral français n'est toujours pas résolu. Et pourtant, des lois et des règlements ont été mis en place depuis 1976. Mais faire des lois et des règlements est une chose, les faire appliquer en est une autre. Car dans les faits, la multiplication, non pas tellement des plages privées, mais plutôt des marinas ou des ports, a pour conséquence une difficulté de plus en plus grande à pouvoir se baigner sans payer. Sur les plus de 1000 km de rivage des régions Languedoc-Roussillon et Provence-Côte d'Azur, 254 km, soit 21%, sont totalement inaccessibles au public. Je trouve qu'il n'y a pas d'accès au littoral et puis pas d'accès à la plage, ni pour les gens qui ne veulent pas venir aux plages et qui veulent simplement aller se baigner. Vous êtes obligé de passer, de demander aux plagistes si on vous autorise à passer. Pas tous ne le font pas, hein, mais certains plagistes, j'ai vu des enfants à qui on a disputé, on les a empêchés parce qu'ils avaient simplement voulu traverser pour aller nager. Alors j'estime qu'il devrait y avoir l'accès à la plage pour tout le monde et tout le monde n'a pas les moyens d'aller payer. Les matelas. Voilà. Et quand vous avez des enfants qui veulent boire, il n'y a même pas un robinet d'eau pour des enfants. Je trouve qu'ici à Juan-les-Pins, on n'a pas assez de plages libres. En principe, les plagistes ne peuvent occuper que 30% de la surface totale des plages et sont dans l'obligation de laisser passer les baigneurs sur les 3 mètres qui séparent la mer du rivage. Passer, mais pas stationner. Il y a un droit de passage, le droit du douanier, le droit de promener, mais pas le droit de stationner. Parce qu'il y a un problème, si quelqu'un prend des matelas ou si quelqu'un paye, exemple comme aller au cinéma, on va voir un bon film, l'on paye, messieurs, dames, ce qui fait qu'automatiquement, on ne peut pas avoir 200 ou 300 personnes devant les plages concédées. Alors bien sûr, il reste une surface assez grande de plages publiques. L'embêtant, c'est que bien souvent elles sont sales, surpeuplées ou ridiculement petites, comme ici entre Juan-les-Pins et Golfe-Juan.
Mais il y a bien d'autres atteintes à la liberté d'accès au rivage, ne serait-ce que les 23% de béton et remblais d'hiver qui recouvrent la côte méditerranéenne. Parfois même, on trouve des épis anti-chars pour agrémenter la baignade. Ensuite, vous avez les endroits qui ont été privatisés par la création de marinas. En plus de ces marinas, vous avez des emplacements dans l'Estérel où il s'est créé des nouveaux ports comme le port La Galère et d'autres villas qui ont des emplacements renouvelés en permanence. Et là, le passage est interdit pour les piétons et les baigneurs également. Ainsi, quand ce ne sont pas des difficultés naturelles, comme ici des rochers escarpés qui empêchent d'aller se baigner, ce sont des interdits, des barrières. Nous avons essayé de pénétrer à Port-la-Galère près de Théoul. Un splendide ensemble immobilier. Mais au moment de franchir l'entrée, le gardien nous arrête. Voilà en résumé le dialogue. Messieurs, là, vous allez où, s'il vous plaît? À la mer. Ah, impossible, c'est une propriété privée. Mais on veut se baigner. Je vous dis que c'est une propriété privée. D'ailleurs, cette barrière, normalement, est fermée. Si aujourd'hui elle est ouverte, c'est qu'elle est cassée. Une logique implacable qui nous a fait rebrousser chemin, comme la plupart des égarés qui ne comprennent pas qu'une barrière, c'est fait pour barrer. Ce petit catalogue qu'on pourrait intituler « Grignotage du littoral » ne serait pas complet si on n'évoquait pas l'urbanisation toujours plus grande de la côte. Tour de France, le peloton rentre tout doucement vers Paris. C'est le Hollandais Knetemann qui a gagné cette étape. Bernard Hinault conserve le maillot jaune. Le résumé de l'étape. Ça va. Mercredi à Dijon, l'on s'en souvient, malgré une première place au sprint, Gerrit Knetemann était déclassé pour irrégularité. Mais regardez de quelle façon le champion du monde l'emporte aujourd'hui face à l'Italien Giovanni Battaglin, qu'il règle ici. Meilleur grimpeur du Tour, un sprint qui distance son compagnon d'échappée d'une roue seulement. Depuis la sortie des Alpes, l'allure est lente au début de course et aujourd'hui le Tour a musardé dans la campagne bourguignonne. Ainsi l'on a pu voir Bernard Hinault lier connaissance avec l'Autrichien Schonbacher, nouvelle lanterne rouge du Tour. Les rushs de bonification mettent enfin un peu d'animation dans le peloton et Willy Terling, régulier dans ce genre d'exercice, empoche à l'arrivée plus d'une minute pour sa rage de vaincre. En tête d'un peloton à 49 secondes, bien amené par Marc Demeyer, Thureau se bat pour revenir. Une belle arrivée d'étape qui ne change rien au classement général. Bernard Hinault est toujours premier devant Job Zoetemelk à 3 minutes 07, Agostino et Nick Kuiper. 6e Battaglin, l'excellente affaire de la journée. Voilà, j'espère que vous avez réussi à lire l'ensemble du classement. Une nouvelle qui intéressera les amateurs de football. On se demandait ce qu'allait faire Bernard Lacombe. Et bien finalement, il ne reste pas à Saint-Étienne. Je viens d'apprendre qu'il avait signé finalement à Bordeaux, avec lequel il jouera la Coupe des Alpes. Il va affronter Lausanne dès ce soir avec cette équipe. Les petits, comme dirait Roger Coudert, sont rentrés de leur tournée en Nouvelle-Zélande. L'équipe de France de rugby est revenue ce matin à Paris. Avant de rentrer chez lui, Jean-Michel Aguirre est venu à Antenne 2 pour regarder pour la première fois le fameux test match que le 15 tricolore a gagné contre les All Blacks. Regardez-le, j'ai l'impression qu'il n'en revient pas encore tout à fait. Ça aurait été beau. Non. Enfin là, je croyais que on y croyait, oui, là. Ça faisait un moment qu'on l'est passé là, et je crois que là on y a cru. Si on arrivait à la mi-temps à ce score. Jean-Michel Aguirre, qu'est-ce que ça fait comme effet de revoir ce match? Mais d'abord c'est une surprise puisque je ne comptais pas le revoir d'ici 2 ou 3 mois et vraiment ça fait l'impression, c'est vraiment une impression de solidité, un gros match, c'est un gros match des Blacks, c'est un gros match de l'équipe de France. On l'avait ressenti mais vraiment, je suis vraiment pas déçu de revoir ce match. Et sur ce que vous avez vu, qu'est-ce qui vous frappe? Ah, ce qui me frappe, c'est le mouvement, le rythme de ce match, le jeu plein, avant 3 quarts, c'est quelque chose que je crois que l'équipe de France a rarement atteint ce rythme-là. C'est un des plus beaux matchs de l'équipe de France?
Je pense que c'est l'un des plus beaux matchs. Je dirais que c'est le plus beau parce que j'y ai participé, bien entendu, mais c'est l'un des plus beaux matchs qu'ait joué l'équipe de France. Qui plus est, à l'extérieur, à Christchurch. Et quand on connaît le monde du rugby qu'est la Nouvelle-Zélande, vraiment, c'est un grand moment. Et vous avez ramené de beaux souvenirs, à part la victoire de Nouvelle-Zélande? Oh, de beaux souvenirs, des souvenirs, d'abord des souvenirs de sportivité des joueurs et du public, c'est quelque chose d'inoubliable. Et après de multiples petits souvenirs, et en particulier le ballon du test match. Le ballon du test match, alors signé de tous les joueurs, bien entendu, et je crois que ça restera, et avec la patine du temps, ça sera un souvenir que je garderai toujours, quoi. Et aussi, on a tous ramené, je crois, on l'avait acheté avant, hein, c'était pour symboliser un peu cette tournée, on a ramené un petit mapette là, et comme vous voyez là, le monde du rugby à l'effigie de la Nouvelle-Zélande, et vraiment c'est quelque chose ça sera un souvenir, et j'espère que mes enfants ou mes petits-enfants s'amuseront toujours avec ces All Blacks, comme nous on s'est amusé avec eux d'ailleurs. Le temps demain, pour terminer. Il sera nuageux le matin des côtes de la Manche à la Loire et au Rhin. Des éclaircies se développeront l'après-midi. Toutefois, les nuages resteront abondants près des côtes et dans le nord, où ils pourront donner quelques faibles pluies. De la Loire aux Pyrénées, après dissipation des brumes matinales, le temps sera beau, malgré quelques nuages passagers. Des Alpes à la Corse, quelques orages éclateront le matin, mais deviendront plus rares l'après-midi et le soir. Tous les espoirs sont permis. La chute de ce journal, vous allez le voir, est toute trouvée. C'est celle de l'estrade sur laquelle avaient pris place les lauréats du concours de Miss Univers qui se déroulait cette nuit en Australie. Au beau milieu de la cérémonie, le podium s'est écroulé. Heureusement, personne n'a été grièvement blessé, seulement quelques jambes en l'air, et cela dit sans sous-entendu, bien sûr. Quelques instants plus tôt, dans toute sa splendeur, c'était une Vénézuélienne de 18 ans, Marisa Saya Lero, qui avait été élue Miss Univers, devant une Anglaise, une Brésilienne et une Suédoise. The first finalist, Miss Venezuela. Jolie fille, dernier journal en fin de programme avec Pierre Alain, s'il est remis de ce spectacle. Bonsoir, excellente soirée sur Antenne 2. Et regardez ces dernières images, elles valent la peine.